Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture pas le tout dernier parce que du coup j'ai relu depuis, mais il est vrai que depuis ces livres-là je n'avais plus lu. La dernière fois qu'on s'était quitté, l'éclairage est un peu pourri, mais en même temps j'aime bien. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, comment vous dire que l'endroit où je filme, devant, il y a une immense armoire qui est devant la fenêtre. Moi ça me dérange pas parce que quand je suis sur mon lit, du coup j'ai pas de soleil direct dans la face. Mais c'est vrai que là, pour filmer, ça fait un peu nourrir, si je me repose. Bref, je vous propose qu'on ne discute pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Je vous parlerai tout d'abord des Royaumes de Feu, le tome 12, Les Rebelles de Pantala de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Et ensuite, on parlera du Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank, le tome 2, Gideon, oui, chez Milady. On va commencer donc par Les Royaumes de Feu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une saga... C'est bon, le micro est très bas. C'est une saga que je lis depuis très longtemps. C'est une de mes sagas d'enfance, clairement. On est sur un tome 12, donc vous vous doutez bien que je ne vais pas vous expliquer le résumé du tome 12. Ce que je peux vous dire par rapport aux anciens résumés que je faisais sur les Royaumes de Feu, c'est que là, nous avons changé de continent, carrément. Oui, on fait pas les choses dans la mesure, ici on change de continent. On est sur une toute autre histoire. Alors c'est quand même lié aux deux précédents cycles, puisque les Royaumes de Feu se découpent en 3 cycles de 5 livres à chaque fois. On est quand même lié, pourquoi? Parce que on se rend compte qu'il y a des ancêtres communs, ce genre de choses, mais on est sur un continent différent avec des dragons différents. Et l'histoire de ce continent, c'est qu'en gros, une reine a pris le contrôle de 3 populations différentes. Elle favorise son espèce, elle réduit en esclavage d'autres et elle a carrément buté une espèce entière en fait. Et on va être mis au milieu de ça dans une espèce de rébellion. Parce que il y a quelques dragonnés, c'est tout le temps des jeunes à chaque fois, vont se rendre compte que ce n'est absolument pas normal qu'une seule et même reine possède le pouvoir. Et surtout qu'il y a énormément de mensonges, de trahisons et d'une espèce de lavage de cerveau. Et donc, nous allons plonger dans cet univers où ces dragonnés vont chercher à tout faire pour faire en sorte que le pouvoir de la reine soit réduit à néant et que tout le monde puisse revivre comme avant dans le bien commun, etc. Je vais pas vous faire un plus grand résumé tout simplement parce que ce serait du spoil. Oh, j'en ai fait 3. Hein. Mon dieu, on dirait que tu sors de prison. Mais en fait, le problème que j'ai remarqué, c'est que j'ai un œil qui est plus fermé que l'autre. Je vais voir. J'ai un œil qui est plus fermé que l'autre et tu peux rien y faire. J'ai essayé, mais en fait, tu peux pas. Si je dois faire une tête neutre, je suis obligée de faire cette tête-là. Oh merde. C'est vrai que c'est flag. Hein. Mais oui, j'ai un œil plus fermé que l'autre quand je fais ma tête neutre. Après cette interruption, j'en étais au résumé, à l'avis. Ça doit être ça. D'un point de vue univers, j'en parle à chaque fois que je parle d'un tome des Royaumes de Feu. J'adore l'univers qui est construit, il est d'une force incroyable. Les univers en fait nous plongent très souvent, les tomes en fait nous plongent dans l'univers de manière historique, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps, on va aller voir qu'est-ce qui se passait chez les ancêtres de nos dragonnés, comment les civilisations ont été créées, là c'est le cas notamment ici. Et en fait, ça donne un aspect très réel à l'univers. En fait, on se dit que Pyrrhias, ça existe et qu'en fait, on peut y aller à tout moment. Là, c'est plus Pyrrhias, c'est Pantala. Mais on se dit qu'en fait, on peut y aller à tout moment parce qu'ils ont une histoire. Ils ont des institutions politiques hyper bien développées et c'est hyper intéressant à suivre. Là, en l'occurrence, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment caricature du régime totalitaire. C'est-à-dire que vous avez des castes, vous avez... un peuple oppressé, un autre qui est favorisé et qui les prend du coup un peu comme esclaves. Vous avez un lavage de cerveau constant, vous avez un contrôle des informations, enfin voilà. C'est hyper bien développé, pourquoi? Parce qu'on retrouve tous les éléments des régimes totalitaires modernes, clairement. Et justement, ça apporte, ce que je vous disais, ce petit côté très réel en fait. On a l'impression d'y être et c'est juste incroyable. Et surtout, le personnage qu'on va suivre ici, je vous en parle juste après de plus grands détails, mais c'est Cricket. Cricket, elle a une particularité par rapport aux autres de son espèce. Je vous en parle pas parce que c'est hyper intéressant à découvrir et ce serait bête de vous spoiler. Mais en gros, elle a une particularité qui fait qu'elle a un regard beaucoup plus extérieur sur son monde et en fait, elle a un regard beaucoup plus omniscient. C'est-à-dire qu'elle nous explique des choses qu'elle a compris sur elle-même et puis surtout, elle nous explique des choses... qui sont, comment on pourrait dire, qu'un autre aile de guêpe comme elle ne pourrait pas expliquer en fait. Donc c'est ça aussi qui rend l'univers très intéressant, c'est la richesse et le fait qu'il se soit très structuré en même temps.
et qu'en plus de ça, le personnage permette aussi de découvrir l'univers d'une manière beaucoup plus précise. C'est très intéressant, c'était vraiment génial et j'ai trop hâte de découvrir la suite de cet univers, franchement. En termes de perso, du coup, je vais vous en parler. La personnage principale ici, ça va être Cricket. Cricket, c'est un petit peu Hermione Granger, pour ceux qui ont l'image, rat de bibliothèque, c'était un peu moins petite, j'avoue. J'étais tout le temps première de la classe, tout le temps à lever la main, tout le temps à vouloir apprendre de nouvelles choses. C'est que d'ailleurs comme ça que j'ai commencé les Royaumes de Feu quand j'étais petite. Donc j'avoue, je me suis un petit peu reconnue dans son personnage. Elle est très curieuse et beaucoup lui font la reproche, surtout dans un régime totalitaire où l'information est contrôlée et où on peut pas dire ce qu'on veut. Être curieux, ça a pu lui porter préjudice, mais sa particularité fait qu'en fait, elle a toujours réussi à s'en sortir. Et surtout, Cricket, elle aime bien les règles, et donc là, elle va se retrouver au milieu d'une rébellion. Comment vous dire qu'elle aime plus trop les règles? C'est en découvrant plein d'informations et plein de mystères et de secrets sur son peuple qu'en fait, elle va se dire, oui, bon, les règles... Clairement, il y a une énorme injustice, les règles, on les envoie au feu et puis c'est pas grave quoi. J'ai adoré vraiment ce personnage à suivre, elle était hyper intéressante. Elle est un petit peu amoureuse en plus du personnage du tome précédent qui est Blue. Du coup, c'est un petit peu mignon parce que c'est vraiment un cliché de romance adolescente, mais c'était vraiment chou et c'est bien développé, c'est pas voyeuriste ni rien, c'était vraiment trop mignon. En plus de ça, le personnage de Cricket est un personnage... Merci. Est un personnage profondément bienveillant et qui croit vraiment à la bonté du monde et ça nous donne un petit peu d'espoir parce que je rappelle, je l'ai pas dit, mais en gros le peuple qui domine les autres c'est des ailes de guêpe comme Cricket. Et Cricket c'est la seule aile de guêpe qui trouve que la situation n'est pas normale. Alors après, dans ce tome on va en apprendre sur certains qui vraiment ne peuvent rien dire en fait parce qu'ils sont vraiment cadenassés et bâillonnés par la reine, mais on apprend que c'est quand même pas la seule à trouver la situation anormale, mais que en fait c'est la seule à pouvoir faire bouger les choses à cause de sa particularité. Ça nous redonne un peu d'espoir que le dragon qui possède cette particularité puisse être aussi bienveillant. C'est vraiment génial. En termes de personnages principaux, ce que j'aime bien dans ce tome-là, c'est qu'on est vraiment dans un espèce de huis clos. J'ai l'impression de vous parler de huis clos tout le temps en ce moment, mais c'est pas ma faute si je lis des trucs où il y a très peu de personnages secondaires à chaque fois. Là, on va être vraiment sur leur fine équipe de rebelles, on va dire. Donc, ils sont 5 à tout péter, je crois. Donc, voilà, comment vous dire que y en a pas beaucoup. Et c'est en ça que j'aime bien parce que du coup, ça permet de bien les développer et de les rendre vraiment réels et crédibles. Et c'était hyper intéressant. J'aime tous les personnages, très honnêtement. Il n'y en a aucun qui ressort. D'habitude, je vous dis oui, petite mention à non. Là, franchement... En fait, ils apportent tous quelque chose et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai hâte de découvrir la suite parce que du coup, chaque tome est un personnage. Enfin, on suit un personnage dans chaque tome. Celle qu'on suit dans le prochain tome, c'est... je sais pas comment vous dire sans vous spoiler, mais c'est une des plus combattantes du groupe et celle qui veut vraiment mener la révolution pour des raisons très personnelles. Donc voilà, j'ai quand même hâte de la suivre parce que vraiment j'aime tous les personnages et je m'éclate à chaque fois que je lis un tome. En termes d'intrigue, j'ai beaucoup aimé les aspects politiques. Vous le savez, on est vraiment plongé au cœur des mensonges d'un régime totalitaire, au cœur de la désinformation et de la réinformation, au cœur des manipulations, des mensonges, des manipulations de l'histoire, manipulations d'objets sacrés, enfin vraiment. Et on est aussi au cœur de vraiment ce truc de on veut réinformer la population sur ce qui se passe vraiment pour qu'ils sachent en fait. Dans ce tome-là, en plus de ça, nos personnages vont être en fuite parce que du coup ils sont en train de dire tous les secrets en fait, de balancer à la population tout ce qu'ils ne savent pas. Donc la reine veut clairement les buter. Voilà. Donc on est vraiment dans cet aspect de track qui est hyper intéressant parce que ça rajoute vraiment du suspense et de l'angoisse. En plus de ça, on a clairement des secrets de famille qui explosent, notamment sur Cricket. Cricket comprend enfin qui elle est parce que du coup elle a cette fameuse particularité. Elle en a plusieurs d'ailleurs, des particularités par rapport aux autres ailes de guêpe. Elle n'avait jamais compris pourquoi réellement elle était comme ça, vraiment ça lui paraissait très bizarre. Elle n'avait jamais compris, elle vient d'une famille pas très facile, sa mère est vraiment horrible, son père est un peu, bon, sert un peu à rien. Et elle ne comprenait pas en fait pourquoi tout le monde la détestait autant, et en fait les secrets vont éclater, les mensonges aussi. Et là elle va se dire j'ai enfin trouvé ma voie. Donc comment vous dire que c'est vraiment l'intrigue, c'est un mesclin de toute cette histoire personnelle de Cricket, cette histoire du royaume des guêpes, cette histoire des 3 peuples en général... C'était vraiment super intéressant et en plus de ça on a vraiment cet aspect de revenir aux origines pour comprendre comment on en est arrivé là quoi entre guillemets. C'était vraiment trop bien, j'ai
trop hâte de lire la suite, parce que je sens que ça va être encore plus politique. Je veux dire, on est dans une rébellion face à un régime totalitaire. Oui, bien entendu, ça va être politique. Le Clan des Nocturnes, le tome 2, Gideon de Jacqueline Frank. C'était une relecture pour moi, comme le tome 1 en fait. Je me suis arrêtée, je ne sais pas pourquoi, au milieu de la saga. En termes de résumé, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici on va suivre Magdalena, donc c'est la sœur du roi des démons, et Gideon. Gideon est un ancien. Et en fait, ils ont eu une histoire il y a 10 ans de ça, mais... Enfin, histoire. Gideon l'a embrassée. Et il l'a repoussée en lui disant que de toute façon c'était qu'une gamine et machin, et du coup elle l'a là un petit peu. Et Gideon après ça s'est exilé parce qu'il a craqué sur une humaine, sachant que les démons n'ont pas le droit de coucher avec des humains, patati patata, c'était l'histoire du premier tome, sinon ils se font corriger. Et en fait il s'est banni parce qu'il se trouvait ridicule, un ancien comme lui qui vraiment c'est le plus ancien de la communauté de démons. Il trouvait ça ridicule qu'un ancien ait pu se fourvoyer et se retrouver avec une humaine, enfin voilà. Et donc nous on va le suivre 10 ans plus tard, après ça, et Magdalena lui en veut toujours, et Gideon, ils sont attirés l'un vers l'autre, mais en même temps il y a cet amour-haine, et puis au milieu il y a le fait que son grand frère, donc le roi, soit très protecteur avec Magdalena, que Gideon ait très peur de se lancer dans une relation amoureuse, et au milieu vous avez une menace qui sont les nécromanciens, qui sont déjà dans le tome 1. Donc voilà, c'est un beau mesclin de plein de trucs et qui m'a fait juste surkiffer. Pour être très honnête, j'ai préféré ce tome-là au tome 1. Le tome 1 est beaucoup trop introductif, le tome 1 va beaucoup trop vite pour au final pas grand-chose. Là, on est vraiment dans quelque chose de bien écrit, de bien construit, et je vous en parle de suite dans plus de détails. Déjà d'un point de vue univers, étant donné que dans le tome 1 on suivait un démon et une humaine, on a beaucoup moins d'incursions dans l'univers que dans ce tome-là, étant donné que c'est 2 démons. On a un ancien donc qui a connu la guerre, clairement, on a un ancien qui est porteur en fait de l'histoire des démons, et en plus de ça, on a Magdalena qui est empathe et qui en fait peut comprendre l'histoire à travers les gens. Et puis bon bah Gideon va clairement raconter plein de passages d'histoire à Magdalena qui ne les connaît pas tous, et c'est hyper intéressant parce que du coup on découvre l'univers des démons et au-delà de ça l'univers des Nocturnes, parce que dans ce tome les démons vont être amenés à collaborer avec tous les peuples. Je vous en avais parlé dans le pour lecture précédent. Vous avez des vampires, vous avez des lycanthropes, vous avez des... j'ai oublié, c'est déjà beau. Et donc tout cela en fait sont comment pourrais-je dire, tout cela vont être amenés à collaborer pour la bonne et unique raison que la menace des nécromanciens les touche tous, et du coup on va découvrir des bouts d'histoire de chacune des tribus, sachant que on va finir... Il y a un des tomes qui est sur un vampire, le tome d'après c'est sur la reine lycanthrope avec un démon, enfin voilà. On va finir par tous se côtoyer, enfin voilà, on va finir par côtoyer toutes les espèces, donc c'était hyper intéressant là d'avoir vraiment des petits extraits d'histoire qui nous donnent l'eau à la bouche, clairement. En termes de personnages, j'ai adoré la dynamique de couple de Gideon et Magdalena. Ils sont vraiment hyper intéressants en tant que couple. Déjà, on a Magdalena qui possède le pouvoir, enfin qui est empathe, donc il y a un pouvoir empathique vraiment très très fort. Elle est très compréhensive, vraiment. Son frère et son compagnon lui font vraiment pas la vie facile, ils lui font un peu des coups en douce, ils lui ont caché certaines vérités sur ses parents qui sont morts, enfin voilà, ils ont tendance à la surprotéger, et elle est très dans la compréhension. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle a tellement d'expérience avec les émotions que bon, elle ne juge absolument jamais, même quand il lui révèle ses secrets aussi forts, elle est toujours en train de dire « Je comprends pourquoi t'as fait ça, je comprends que t'aies voulu me protéger », mais ça ne l'empêche pas de s'affirmer et des fois de taper du poing sur la table et de dire « Maintenant, c'est bon, je suis grande, laissez-moi faire ma vie, si je dois souffrir, je souffrirai et c'est pas grave ». Et vraiment, elle est très couvée depuis qu'elle est petite, parce que du coup, quand elle était très jeune, ses 2 parents sont morts. Donc c'est son frère et sa sœur qui ont pris son éducation. Et donc vraiment, elle est surprotégée, et au bout d'un moment, elle se réaffirme en disant « Stop, maintenant j'en ai marre. Arrêtez de me protéger, ça suffit ». Et Gideon, de son côté, il est enfermé dans une espèce de carapace, étant donné qu'il considère qu'en tant qu'ancien, il ne peut pas se laisser aller aux émotions, que les émotions c'est futile, etc. Et en fait, au contact de Magdalena, qui déjà lit en lui comme un livre ouvert, il va peu à peu s'ouvrir et comprendre que les émotions, elles ont du bon aussi, et que ce n'est pas que être irrationnel, que d'être émotionnel. Les deux peuvent très bien se combiner facilement, et au fur et à mesure du livre, en fait, on va le voir s'ouvrir. C'était super intéressant, vraiment, c'est pour ça que je dis que leur dynamique de couple est géniale, parce qu'il y a très peu de disputes et il n'y a pas de... Enfin, je veux dire,
Les intrigues se basent pas sur de la dispute, sur du quiproquo. On est très loin de tout ça et c'est tant mieux parce que clairement c'est de trop. Et c'était vraiment super bien. Et les personnages secondaires qu'il y a autour sont très peu nombreux. J'adore Noah, j'ai trop hâte d'être à son tome, mais bon, il est tellement loin que bon voilà. Et j'adore Elijah, on le voit très peu dans ce tome-là, mais il a toujours une petite réplique, un petit truc cinglant. J'ai trop hâte parce que c'est lui dans le prochain tome et que je sais très bien qu'il est très mal à l'aise avec la nana avec qui il va être dans le prochain tome, donc je pense que ça peut être très très drôle. Mais du coup voilà, vraiment très 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 bon couple, très bonne dynamique de couple, meilleur que dans le tome 1, vraiment de loin. En termes d'intrigue, on va être vraiment beaucoup plus porté sur ce fameux ennemi commun que dans le tome 1, ils étaient déjà présents, mais c'est vrai qu'ils s'occupaient que la fin. Ils étaient au début et à la fin, là vraiment toute l'intrigue tourne autour de ça. Parce qu'il y a de nombreuses attaques répétées contre les démons et au bout d'un moment les autres nocturnes vont venir s'en mêler. Et c'était hyper intéressant comment c'était construit parce qu'on avait droit à un moment mignon où les deux se découvraient, s'avouaient un petit peu des choses, un petit peu un moment charnel. Et tout d'un coup, paf, ils se faisaient attaquer et c'était fini le calme, c'était fini les moments charnels et il fallait aller au front. C'était aussi hyper intéressant dans le sens où on découvre les capacités guerrières de tous. Parce que c'est la première fois qu'on les voyait se battre en fait tout simplement et que chaque démon ayant un pouvoir c'était super intéressant. Vous aviez le feu, la terre, l'air, machin, c'était trop trop bien. Voilà, moi je suis un peu une enfant dans l'âme, hein, donc moi des combats un peu comme les Wings, j'adore. C'est mieux que les Wings mais j'aime bien quand même. Il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est étant donné que c'est des tomes compagnons, on a quand même une fin, c'est-à-dire que en fait dans le tome 1 on avait une fin, donc c'est-à-dire que les nécromanciens qui ont attaqué ont été voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et ici, c'est un autre groupe qui va attaquer, et donc il se passe ce qui se passe à la fin, mais du coup, ça clôt un petit peu le sujet pour le réouvrir au tome 3. Mais du coup, on a quand même pas cette impression de « Oh, il m'en manque, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ». On est vraiment en mode « C'est bon, cette menace est réglée, on verra ce qui se passe au tome d'après ». Et je trouve ça aussi hyper intéressant, parce que du coup, ça permet de fermer le livre très sereinement. Et puis, ça fait pas... Enfin, je veux dire, ça fait pas rapide. En fait, on nous fait comprendre qu'il y a une urgence à la situation, et c'est hyper intéressant quand même. C'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, on nous fait comprendre qu'il y a état d'urgence et qu'il faut y aller. Et que du coup, ça fait pas non plus trop. Dans le sens où on n'est pas en mode « Oh là là, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? On comprend pas pourquoi ça va vite. » Ça va vite parce que ça doit aller vite et c'est hyper intéressant. Bref, je vais continuer cette saga, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas acheté le tome 3, mais sachez que j'ai préféré ce tome-là au tome d'avant et que j'ai hâte de lire le tome 3. Et bien écoutez, ce point lecture touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, pour une fois, je l'ai tourné en avance et j'espère que je vais le monter en avance. Je vous fais plein de gros bisous, Non, pas tout de suite. Moi, je vous dis à très bientôt, bon travail, bons examens, bonne lecture, bon cours, bon tout ce que vous voulez, surtout des bonnes lectures, et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!